Bon. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Alors, vous avez fait une conférence de presse et vous avez donc donné certains verbatims sur lesquels on va travailler avec nos amis ce soir. Vous disiez, et je vous cite, la seule voie pour parvenir au changement est celle des urnes. Mais ce qui attire mon attention, c'est cette phrase, et je la cite. Pour ma part, je crois fermement que l'opposition a de réelles chances de gagner cette élection. Sur quelle base? Comme je le disais à l'entame, sur quel indicateur vous vous appuyez pour dire si l'opposition se met ensemble, ils ont de réelles chances de prendre le pouvoir le 25 octobre? Sur la base de ce que les élections même sont. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Voilà, c'est une somme de variables. Personne ne peut jamais dire avant une élection qu'il a déjà remporté les élections. Et ce que je dis n'est rien d'autre qu'en dehors du champ politique. C'est ça qu'il faut. La politique a ceci de particulier, qu'il y a des imprévus dont il faut tenir compte. Il y a de l'inconnu dont il faut tenir compte. On peut tout à l'heure entrer dans le sujet si vous voulez. Mais moi, je crois réellement à nos chances. Puisque je suis opposant, j'ai de nos chances. Très bien. Élisée, commençons par vous. Mais, M. Charles Blé Goudé, soyons concrets. Comment vous pouvez croire en vos chances quand l'opposition semble ne même pas être unie actuellement? Parce que jusque-là, ceux qui ont été retenus attendent certainement que ceux qui n'ont pas été retenus puissent lancer des appels en leur faveur, ce qui n'est toujours pas fait. Mais quand on essaie plus ou moins de regarder un peu dans le microcosme politique, surtout sur la toile, on se rend compte qu'au lieu plutôt d'aller en rang serré, les partisans des différents leaders sont à couteau tiré, notamment ceux qui sont des candidats qui n'ont pas été retenus et ceux-là qui sont des candidats retenus. Est-ce qu'avec un tel environnement, ce que vous dites là est crédible? Monsieur Élisée, je vous décevoir. Sans toutefois négliger le poids de la toile, les élections ne se passent pas sur la toile. Pourquoi vous mentionnez le point de la toile? Non, il a dit avec ce qui se passe sur la toile. Sur les réseaux. C'est lui qui le dit. Il a dit avec ce qui se passe sur la toile. Je le prends au mot. C'est ça. Les élections ne se passent pas sur la toile, c'est dans les urnes. Je prends juste un exemple et je vais encore revenir sur le Sénégal. Les dernières élections au Sénégal, c'est seulement le parti au pouvoir qui avait un seul candidat. L'opposition en avait 16. Ce n'est pas le parti au pouvoir qui a remporté les élections. Bien qu'ils avaient un seul candidat. L'opposition était-elle dispersée parce qu'elle avait 16 candidats? Puis, ma requête n'a pas été entendue. J'attendais une décision politique qui n'est pas venue. Je suis réaliste. À côté de moi, il y a Simone Gbagbo qui est candidate. Elle est de l'opposition. Il y a le ministre Domelo qui est candidat. Je le connais. Il y a Jean-Luc Buyon qui est candidat. Je veux dire, ce ne sont pas des gens qui viennent de Jupiter. On les connaît, on connaît leur vécu, on connaît leur expérience. Certains estiment qu'ils n'ont pas de poids vis-à-vis donc qui a la machine qui pèse? Qui a les indicateurs pour qu'on dise celui-là il pèse ou celui-là il ne pèse pas? Vous voyez, ça, cette manière de rabaisser les autres, ce n'est pas bien. Mais bon, ça fait partie du jeu politique. Très bien. Nous allons nous battre pour qu'on puisse créer l'union autour de ceux qui veulent bien. Et puis on va battre campagne. Herman? M. Charles Blé Goudé, vous parlez d'inviter un appel au rassemblement. On l'a vu un peu dans votre intervention ce matin, de toute opposition. Est-ce que vous, dans cette opposition dont vous parlez, vous considérez le GPS de Guillaume Soro comme une opposition? Je ne veux pas analyser la question sous le prisme d'appareils politiques. Nous avons aujourd'hui des personnalités de l'opposition dont les candidatures ont été retenues. Nous les connaissons très bien. Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur vécu politique? Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur capital politique? Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur expérience politique? Est-ce que ces personnes ont le coffre nécessaire? Au-delà de nos petites querelles, interrogeons l'histoire de Simone Gbagbo. Je vous regarde, vous, droit dans les yeux. Vous connaissez Simone Gbagbo? Qui peut dire que cette dame n'est pas en capacité de décider pour la Côte d'Ivoire? Une dame qui est capable du pardon. Une dame qui est capable de reconnaître ce que son adversaire a fait. C'est déjà là la hauteur d'esprit d'un leader. Depuis 1990, elle est dans le marigot politique ivoirien. Domelo, tout le monde le connaît. Jean-Luc Buyon, tout le monde le connaît. Je veux dire, si on met de côté nos égos et qu'on met en face de nous les capacités des uns des autres, il n'y a pas matière à discuter. Maintenant, est-ce que le GPS est un parti politique ou pas? Ce n'est pas à moi de le décider. C'est pas la question. Si vous ressentez, vous pensez que le GPS est membre de cette opposition que vous appelez à rassembler, tout qu'on fait, même s'il n'y a pas
des acteurs politiques présidents qui président, qui dirigent des partis politiques, mais vous avez quand même besoin de toute l'opposition. C'est pourquoi je pose la question. Moi, je n'ai jamais fait des réunions politiques avec le GPS, pour des raisons qui sont personnelles, que j'ai déjà évoquées longuement. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je parlerai aux Ivoiriens, c'est eux qui votent. Pour terminer, en 2007, vous avez fait initier la caravane, la caravane de la paix, oui, avec les forces nouvelles. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts? Parce que vous avez fait cette caravane aux côtés de Cheikh Sidi Konaté, était aussi à vos côtés. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à reprendre cette caravane, cette sorte de caravane avec le parti au pouvoir? Est-ce que vous aurez les coups des franches ou bien vous pouvez le faire? Mais le parti au pouvoir n'a rien à faire d'une caravane de paix que je dois faire. Et puis en ce moment, nous sommes dans une période préélectorale. Les candidats sont connus, il n'y a pas de caravane de la paix à faire. Voilà, il y a des électeurs à mobiliser. Il y a des électeurs à encourager pour qu'ils partent aux élections. L'heure n'est pas à faire une caravane de la paix, c'est vraiment hors jeu, je veux dire. Très bien. Marius Komoué? Monsieur Charles Blé Goudé, vous disiez, et je vous cite, « Toute autre voie que celle des urnes serait un saut dans l'inconnu ». Au cours de votre point de presse, vous l'avez annoncé. À qui faites-vous allusion? Est-ce qu'il y a des politiques tapis dans l'ombre qui envisageraient naturellement emprunter d'autres voies que la voie des urnes pour être éligibles à la tête de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire? Vous dites à qui je fais allusion, alors que la phrase que vous avez citée est une phrase impersonnelle qui dit toute autre voie. Mais donc on est dans la chose. Vous n'êtes pas n'importe qui. On est dans la le marigot politique ivoirien. J'arrive. Je dis donc toute autre voie est un saut dans l'inconnu. On est d'accord? Je n'ai pas dit toute autre personnalité politique. Donc vous aurez dû me dire à quoi faites-vous allusion et non à qui faites-vous allusion. Bon, très bien. À quoi faites-vous allusion? Voilà. Alors, et j'ai continué dans le texte. Je dis au regard de l'histoire récente de notre pays. L'histoire récente de notre pays, c'est que pour des élections, les Ivoiriens se sont entretués ici. On parle de 3000 morts. Les jeunes gens aujourd'hui ont fait beaucoup d'années en exil au Ghana. Au moment où je parle avec vous, il y a des Ivoiriens qu'on ne sait même pas s'ils sont Ghanéens ou Ivoiriens parce qu'ils sont nés au Ghana. Il y en a dont les mamans étaient enceintes au moment où elles fuyaient la Côte d'Ivoire. Ce type d'Ivoiriens, on en fait quoi? C'est toutes ces conséquences-là que je parle. Des gens qui hier étaient des tuteurs, aujourd'hui sont des sous-couverts parce qu'ils ont tout perdu. Est-ce que nous allons recommencer ces erreurs? C'est de cette voie sans issue que je parle. C'est pourquoi je dis, on est tous d'accord qu'il faut des réformes, mais pour que ces réformes-là puissent être opérées, nous qui réclamons ces réformes, mettons-nous en capacité de décider. Et la seule manière de nous mettre en capacité de décider, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Et de ma culture politique, il y a une seule voie pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. C'est les urnes. C'est long, c'est lent, ça peut paraître agaçant parce qu'on veut vite aller, mais au moins ça a un avantage. Ça protège la vie des Ivoiriens et aucune goutte de sang d'un Ivoirien ne doit couler encore pour un fauteuil présidentiel. Je suis engagé pour cela et j'irai jusqu'au bout dans cette voie. Relance Marius, on passe à Daouda. À dire vrai, Charles Blé Goudé fait partie des hommes politiques qui ont déjà vu le lion, pour ne pas dire eu à faire face au lion, eu égard aux événements tragiques qu'a connu la Côte d'Ivoire en 2011. Aujourd'hui, avec assez de recul et après des années passées hors du pays, là où toute la Côte d'Ivoire le sait, quelle est véritablement votre vision d'une nation comme la Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même? Merci Marius. Vous savez, j'ai fait 11 ans hors de ce pays. Exactement. D'abord en exil, seul. Seul parce que moi je ne pouvais pas fréquenter les autres. Il y avait les réfugiés, il y avait une cas des réfugiés qui se fréquentaient entre eux. Et puis moi, j'étais en clandestinité. Parce que j'avais un mandat d'arrêt de l'ONU contre moi. J'avais un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre moi. J'avais un mandat d'arrêt international du gouvernement de Côte d'Ivoire contre moi. C'est ce monsieur-là qui est devant vous aujourd'hui. Et quand on est seul, il y a deux voies. Soit vous vous lamentez sur votre sort, soit vous vous construisez, parce que ce ne sont pas toutes les douleurs qui détruisent. Il y en a qui construisent. Et moi, mon isolement m'a construit. Après donc l'étape de l'exil, je suis arrêté et conduit à la DST où j'ai fait 14 mois dans une cellule seule. J'ai eu 14 mois de réflexion. Ensuite, j'ai vais à la Cour pénale internationale où j'ai fait 8 ans. 8 ans, pour moi, c'est 8 ans de lecture, 8 ans de bilan. Parce que pour paraphraser Nelson Mandela, la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est un lieu de bilan et de perspective, mais surtout un lieu de remise en cause. Je vais donc chercher
les racines de mon raisonnement dans ce que d'autres pays ont déjà connu. Les grandes nations qui ont embrassé le développement sont ces nations qui ont tiré les leçons de leur histoire, mais toutes les leçons. Je veux parler de l'Allemagne, jugée, condamnée à Nuremberg sur son propre sol. Aucune voix au Conseil de sécurité. L'Allemagne n'a pas de droit de veto. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est le poumon de l'économie de l'Union européenne. À partir de là, je dis, qu'est-ce que nous tirons comme leçon de ce que nous avons vécu? Ce que je tire, moi, comme leçon, c'est que nous ne sommes pas obligés de commenter les mêmes erreurs. Nous voulons un changement, il faut aller aux urnes. Surtout que tout le monde, je dis bien tout le monde, la plupart des leaders sont allés déposer leur candidature à la CEI. Si le Conseil constitutionnel l'avait accepté, ils auraient fait quoi? Au moment où je vous parle, ils auraient dit non. Jubilé. Non, comme vous avez accepté. Alors, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. On ne fait rien d'autre que ça. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher des poux sur la tête des chauves comme nous. Il faut qu'on aille aux élections. Voilà ma position. Très bien. Daouda Coulibaly. Monsieur Charles Blé Goudé, vous allez me permettre un peu de trivialité, parce que je suis allé apprendre du BT à cause de vous. On m'a dit que votre vrai nom c'est Blé, ok, Goudré. C'est Blé. Blé. C'est le buffle. Le buffle au cœur du lion. Blé, c'est blé, c'est ça? C'est Blé. Blé, ok, c'est le buffle. Ok, les Français, ok. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc, c'était pour essayer de vous mettre un peu à l'aise, parce que c'est le mot à la page en ce moment. Vous mettre à l'aise. Donc, histoire de vous mettre à l'aise. Dernièrement, vous étiez sur notre confrère à Paris, Maître Vergès, où vous avez évoqué... Vous avez parlé de Guillaume Vergès. Guillaume Vergès, pardon, j'ai dit Maître Vergès. Guillaume Vergès, vous a, en parlant, en discutant avec lui, parce que j'ai suivi cette interview, c'était long, mais c'était très intéressant. Vous avez dit que vous ne vous associerez jamais avec Guillaume Soro, président de l'ex-GPS, parti dissous en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est dans la continuité de cette non-association avec l'ex-GPS que vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui ont soumis leur candidature et leur dossier au Conseil constitutionnel. Il y en a qui ont été rejetés, dont je comprends la douleur, et il y en a qui ont été retenus et qui peuvent être proches de nous dans l'opposition. Comment faire pour les amener à la victoire? Monsieur Daouda, telle est aujourd'hui ma préoccupation. Merci. Quand vous dites cela comme ça, je vois que vous n'avez pas envie de répondre concrètement. Non, mais posez-moi une question précise sur le GPS, je vous réponds. Non, il n'y a aucun problème. Non, mais répondez-moi. On va y arriver. Sinon, je suis très, très, très sincère dans ce que je dis. Je dis que moi, je ne vais pas m'asseoir avec le GPS pour qu'on puisse faire une... Mais pourquoi d'ailleurs? C'est les raisons, en fait, pourquoi? Justement, en vérité, ce que je Guillaume Vergès, je les ai évoqués n'ai pas compris déjà. réellement. C'est dans l'interview avec Guillaume Vergès. À moins que vous vouliez qu'on reprenne l'interview ici. Non, pas forcément, mais moi, je n'ai pas bien compris. En fait. Vous avez fait mention d'une interview, et ceux qui n'auraient pas suivi, ce serait bon de faire des rappels. Donc, les raisons évoquées. Bien, mais comme vous insistez... J'insiste vraiment. Ok. D'abord, premièrement, je dis, tout le monde peut faire une erreur. Et on doit avoir droit à ce qu'on appelle la seconde chance. Ainsi donc, le gouvernement d'antan discute avec la rébellion. Guillaume Soro est nommé Premier ministre. C'est vrai ou c'est faux? Si. Nous nous sommes tous levés ici, on nous a invités à ce qu'on appelle la flamme de la paix, à Bouaké. Oui. Alors, où nous sommes arrivés au stade de Bouaké et les fusils ont été brûlés. Alors pour cette génération qui n'ont pas peut-être connu cette époque, on était en quelle année déjà? Nous étions en 2007. 2007, très bien. Précisément en juillet 2007. Très bien. Juillet 2007. Les fusils sont donc incinérés, brûlés. Ça veut dire que tout le monde est fini, on a crié. La paix est revenue. Moi-même, j'ai organisé des artistes musiciens qui ont même fait sortir une chanson. Alors, les fusils sont brûlés. Devant les ambassadeurs, devant des chefs d'État qui sont venus, devant toutes les caméras du monde, les fusils qui ont tourné en 2011, là, c'est quitté où? Je vous demande. Alors, donc vous voyez qu'on a trompé tout le monde. C'est-à-dire? Ils ont trompé tout le monde. Ils n'avaient pas brûlé des fusils. Guillaume Soro a trompé tout le monde. Sinon, ils n'auraient pas de fusils. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Premier ministre dit qu'il était un homme neutre, qui organise des élections dans lesquelles il n'a aucun intérêt. Mais dans sa colère contre le président Ouattara, il nous dit qu'il était en deal avec le président Ouattara. Et lui devait tout faire pour que le président Ouattara soit président
Et puis lui, en retour, Il doit être Premier ministre. après il devient le successeur C'est ça. du président Ouattara. Si. Alors, où est passé le Premier ministre neutre qu'on nous avait promis? Ça veut dire qu'au moment où nous, on croyait avoir affaire à quelqu'un de neutre, lui faisait cette deal dans notre dos. Résultat, plusieurs morts parce que lui devait venir. Voilà un peu ce que je considère. À partir de là, moi, je me méfie. Et j'ai le droit de me méfier, oui ou non? On relance. Je vais terminer et on très termine. rapidement. Donc aujourd'hui, Élisée. vous êtes résolument, vous insistez et vous dites la seule voie pour le changement, ce sont les urnes. Et aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé, une grande partie, j'ai envie de dire la partie significative, sans mépriser les autres de cette opposition-là, ils se sont mis dans un front que moi j'appelle affectueusement le front de la bagarre. Quelle analyse vous faites de cela? Moi, je respecte le choix que les autres ont de chercher leur voie. C'est leur voie, ce n'est pas la mienne. Et la voie que moi j'ai choisie, je l'ai indiquée ce matin. Et je ne vais pas faire leur bûcher pour ça. Et je ne suis pas sur ce plateau pour critiquer leur voie. Moi, j'indique que, eu égard à ce que notre pays vient de connaître, comme les différentes crises liées à l'élection que nous avons connue, il faut maintenant faire les choses Mais M. Charles Blé Goudé, vous faites un peu de langue de bois. S'il vous plaît, On sort d'Oda. il faut faire les choses autrement. Faire les choses autrement, c'est aller aux urnes. Voilà, ma position est claire. Très bien. En fait, on termine en je suivant. termine sur ça parce que je sais qu'à Yamoussoukro et dans d'autres villes, vous avez toujours dit vous allez faire barrage contre tous ceux qui vont s'élever contre la Côte d'Ivoire. Or, quand vous venez sur ce plateau, vous me dites ils ont choisi leur voie. Moi aussi, j'ai choisi ma voie. Pour moi, c'est un peu faire un peu de langue de bois sur la question. Soit ce que vous avez dit ailleurs, vous êtes sur le plateau devant les Ivoiriens. Ayez le courage de vous aider. Non, monsieur Daouda, quand je parlais devant les populations dont vous parlez, je l'ai assumé. Je suis en train de vous dire, quand on dit faire barrage, qu'est-ce que vous attendez par faire barrage? Faire barrage, ce n'est pas faire la bagarre. Faire barrage, c'est aussi, moi, soutenir mes candidats pour qu'ils gagnent. Et ma ligne aura triomphé. Ça aussi, c'est faire barrage. Très bien. Et non la bagarre. Élisée, allez-y, Je ne Élisée. vous suivrai pas dans ça. Élisée. Monsieur Blé Goudé, j'ai deux questions rapidement que je formule en même temps. La toute première, on vous a entendu tout le long de cet entretien, chaque fois que vous avez évoqué la question des candidats, ou du moins, peut-être que c'est un lapsus révélateur, mais on a senti très souvent dans vos propos un penchant pour Mme Simone Ivé Gbagbo. Est-ce que, devant les Ivoiriens aujourd'hui, vous avez pris fait et cause pour Simone Ivé Gbagbo dans ces présidentielles du 25 octobre prochain? Première question. La seconde question, M. Charles Blé Goudé, regardez les Ivoiriens devant la caméra et dites-nous, est-ce que vous êtes contre le 4e mandat? Allez-y. Merci. La Alors, première. Sur la première question relative à mes rapports avec la présidente du MGC, Simone Gbagbo, deux personnes vont vous répondre. Deux personnes. Est-ce qu'ils sont présents ici pour nous répondre? Deux personnes, oui. Deux personnes sont là dans un dualisme. Charles va vous répondre. Le fils de Simone Gbagbo va vous répondre. En tant que fils de Simone Gbagbo, tout le monde connaît mes rapports avec elle. Donc ça, c'est Charles. Or, nous sommes dans un cadre d'élection, donc dans un cadre politique. Et maintenant, le président du COJEP va vous répondre. Qui a des responsabilités, qui appartient à un parti politique qui a des instances, où il ne s'agit pas pour lui de faire prévaloir sa position personnelle. Le COJEP a été à un congrès qui a recommandé une convention au cours de laquelle le COJEP doit choisir un candidat. Nous irons à cette convention le 4 octobre. Et vous verrez qu'après cette convention, si c'est elle qui a été choisie, après avoir discuté avec elle, de quel projet elle porte, de quel projet que nous allons confronter avec le nôtre. Vous ne l'avez pas encore fait? Domaine par domaine, on n'a pas encore discuté, c'est maintenant qu'elle vient d'être choisie. Ensuite, on va rencontrer les autres candidats aussi, pour savoir quel projet ils portent. C'est à l'issue de cette discussion que nous allons faire notre choix. Ça, c'est la première question. La première question. La deuxième, vous me demandez de regarder la caméra des Ivoiriens. Elle est où la caméra? La voici. Elle est là en face. Et dites aux Ivoiriens, Charles Blé Goudé est-il contre le 4e mandat ou il est pour le 4e mandat? Contre. Quelqu'un m'a posé cette question dans mon bureau. Et je vais vous dire exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous parlez du 4e mandat. Est-ce qu'on peut d'abord parler du 3e? Parce qu'on ne parle pas de 4 sans parler de 3. Si. Et quand vous, qui êtes en Côte d'Ivoire et celui qui m'interrogeait, vous étiez en train de parler du 3e mandat, moi j'étais en prison, moi j'étais à La Haye, c'était en 2016, j'étais en plein procès, je n'y étais pas. Pourquoi cette mention, justement, J'ai ce fait rappel? cette mention parce que les gens cherchent toujours des boucs émissaires.
pour se prévaloir de leur propre turpitude. Et j'arrive. Vous voyez, avant que je ne parte en prison, il y a une constitution, ici en Côte d'Ivoire, qui stipulait le vote à 18 ans, vous le savez très bien. Nous sommes battus tous, élèves étudiants pour ça. Les urnes transparentes, le bulletin unique, la limitation des mandats, et puis le plafonnage de La limite d'âge, ouais. 75. Moi, Charles Blé Goudé, c'est ce que j'ai laissé derrière moi comme constitution pour aller en prison. Pendant que j'étais en prison, des partis politiques ont battu campagne dans ce pays pour cette constitution de 2016. Pourquoi? Parce qu'il y avait une clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge, qui arrangeait leur leader. Donc, ils n'ont pas regardé dans la durabilité. Ils ont regardé là les intérêts du moment. Et la constitution a été votée. Mais toi, tu regardes ce qui t'arrange. Mais est-ce que toi, tu as regardé ce qui arrange ton adversaire dans la même constitution? Il n'y a eu personne pour faire comme au Sénégal. Ou dans la constitution de 2016 au Sénégal, à l'article 27, il est dit, et je cite, « Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs ou pas, consécutifs ou pas, au cours de sa vie. » Le Bénin vient de le faire. Une phrase. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont engouffrés dedans. Parce que juste la clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge l'arrangeait. Donc on peut dire que vous n'êtes pas contre ou pour. J'arrive. Vous l'acceptez pas. Est-ce qu'il a terminé? Non, il faut raisonner. On n'est pas là dans des questions oui ou non. Alors, cette procédure, est-ce que c'était une procédure de rupture ou une procédure de continuité? La procédure de rupture, c'est que quand on quitte une constitution, on va dans une autre. Et donc, qui efface les effets de la première. La procédure de continuité, c'est qu'on continue. Il n'y a pas une histoire de dire, comme j'ai déjà fait un mandat, mais lui, il continue. Aujourd'hui, ce dans quoi nous sommes, ce qui est en face, on vous dit, mais c'est une nouvelle constitution. Et on vous oppose votre propre turpitude. Si on s'était battu pour inclure dans la constitution cette phrase que nul ne peut faire 2 mandats constitutifs ou non au cours de la vie. C'est-à-dire, vous, M. Herman, vous, Christelle, vous êtes ivoirienne. Tant que si vous êtes sur cette terre des Ivoiriens, vous ne ferez jamais plus de 2 mandats. Sinon, vous serez dû être marqué dans la Constitution. Ça aurait dû être marqué, ça n'a pas été le cas, on est dedans. Donc, je dis à la personne, voyez, moi, ne me cherchez pas des pouces sur la tête. Deuxièmement, le 3e mandat, vous étiez contre. Mais pourquoi vous êtes allé aux élections législatives? Vous y avez eu des députés sous cette mandature contre laquelle vous êtes. Dans la vie, il faut être conséquent. Ma position, elle est très claire là-dessus. Troisièmement, je n'ai pas encore fini. Il faut qu'on épuise cette question-là. On va épuiser, allez-y, on sommes là pour ça. Troisièmement, le président de l'Assemblée nationale est élu sous cette mandature, 3e mandature, à l'unanimité par toute l'opposition et le parti au pouvoir. Il n'y a même pas un député qui a fait prévaloir sa différence. Sous le 3e mandat, vous avez adoubé le 3e mandat. Vous êtes rendu complice du 3e mandat. Le 4e, là, pourquoi vous, c'est vers moi vous venez? Pour répondre. Moi, je n'étais pas là. Et maintenant, venons sur le 4e mandat. Tout récemment, Simone Gbagbo, qui est notre porte-parole à Cap Côte d'Ivoire, a fait un communiqué qui dit, en guise de soutien aux candidats qui n'ont pas été sur la liste électorale, dont moi-même, parce qu'on l'oublie souvent, nous n'allons donc pas retirer nos kits pour la collecte des parrainages. Ouais. Christelle, oui. Au moment où nous on était dans cette posture, dans notre dos, les gens qu'on soutenait sont allés prendre les kits. Lesquels? Il s'agit de Tidiane Thiam, il s'agit de Gbagbo Laurent. Ils sont allés prendre les kits. Et nous étions là, ridicules. Nous avons fait une réunion. Madame la première dame, allez prendre vos kits. Ah, c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Et elle allait prendre sa kit. Ensuite, au-delà de prendre les kits, ils sont allés déposer leur candidature, soumettre leur dossier à une institution qui ne reconnaissait pas. Vous étiez informé auparavant? Il y a un problème. Est-ce que vous étiez informé? Non, on n'était plus là, on n'était plus dans les mêmes coalitions. Très bien. Herman, vous allez me laisser finir. On va vous laisser terminer, s'il vous plaît. Quand ils sont allés déposer leur dossier. Leur dossier. Si ce dossier était accepté et validé,
est-ce qu'on serait assis là pour dire non? Si on est candidat, si on va aux élections, c'est comme si on accompagnait le 4e mandat. Si ce dossier était validé, non. Donc vous voyez, je regrette que ce dossier ait été rejeté, parce que pour moi, on en a déposé leur dossier, ils acceptent la voie des urnes pour obtenir l'alternance. C'est une très bonne chose, c'est une bonne opposition. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais maintenant que les dossiers ont été rejetés, on se rappelle subitement que ceux dont les dossiers ont été acceptés, c'est comme s'ils accompagnaient le 4e mandat. Ce n'est pas juste à l'égard de Simone Gbagbo, ce n'est pas juste à l'égard de Don Melo, ce n'est pas juste à l'égard de Billon. Ce n'est pas juste. Vous oubliez souvent Henriette Lagou. Pardon, ce n'est pas juste au sujet d'Henriette Lagou, que je connais bien, contre qui je n'ai rien du tout. Donc c'est votre vision, donc, au total de... Moi, je suis un homme conséquent. Dès l'instant où moi, Charles Blé Goudé, je fais un recours devant la CEI de Guibéroua, requête rejetée. Un recours devant la CEI nationale, requête rejetée. Un recours devant les tribunaux, requête rejetée. La décision politique ne vient pas. J'ai tout de suite compris que pour qu'on ait besoin de rêver, il faut que je passe à autre chose. Je vais donc regarder parmi la panoplie des candidats qui sont là, qui est le plus proche de moi, qui peut porter mes idées. Parce que tout est impersonnel. Voilà ma position et je n'ai rien contre personne. Mais je pense que c'est ce qui est conséquent. Très bien. Herman, vous avez la parole. J'ai rapidement 2 questions. La première, je vais vous ramener un peu à l'épisode de 2007 où vous citiez votre... 2007, où vous avez cité un peu les méfaits, on pourrait dire, de la rébellion portée, assumée par M. Guillaume Soro et qui a finalement vu avec être à la tête du gouvernement. Maintenant, malgré tout cela, tout ce que vous reprochez à Guillaume Soro en ces temps-là, il y a eu 2019, novembre 2019, où vous avez, à La Haye, fumé une sorte de calumet de la paix. Et apparemment, vous avez dit que vous pardonnez, enfin, c'était la réconciliation des 2 amis, des 2 frères des campus universitaires. Qu'est-ce qui n'a pas marché après pour que vous reveniez encore cet épisode-là, à la nostalgie malheureuse de 2007? Merci Herman. La deuxième question, je peux emmener en même temps ou bien je peux relancer? Je voulais répondre à la première d'abord. Et vous avez la possibilité de faire la relance. Je voulais d'abord préciser sur ce plateau que je ne suis pas en conflit avec Guillaume Soro. Vous vous rappelez, je suis déjà passé ici. Avec quel monsieur? Je ne suis pas en conflit avec Guillaume Soro. Ok. Je suis déjà passé sur ce plateau, ou sur les écrans ici, vous avez fait passer des documents dans lesquels il me brocardait au moment où j'étais en prison. Vous vous rappelez ma réponse? Je dis qu'on ne se servira pas de moi pour le moquer. Parce qu'être en exil, c'est difficile et je le sais. Tout à fait. Donc ça, c'est l'être humain qui parle. Oui, Guillaume Soro et moi, nous nous sommes rencontrés à La Haye, nous avons parlé, nous avons discuté et nous nous sommes séparés. Et très bien. Et c'est ce qui est bon. Mais entre l'amitié et la politique, moi j'ai tracé la frontière. Je salue Guillaume Soro. S'il était encore ici, on peut se voir. Mais on ne peut pas aller dans un accord politique. Parce qu'au moment où moi je signe l'accord politique avec lui, je ne sais pas dans quoi il est. Puisqu'il a déjà prouvé 1 ou 2 ou 3 fois. Voilà ma question. Ma position, elle est très claire. Donc, il ne faut pas confondre les choses. D'ailleurs, on m'a dit, mais pourquoi tu l'as reçu? Je l'ai reçu, on a fait les bancs de l'université ensemble. Je ne renie pas mon passé. Mais je dis, on est dès là à nous asseoir pour parler d'un accord politique. Je mets ça en rapport avec ce qui s'est déjà passé. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Très bien, relance. Vous avez passé des années à la CPI. Aujourd'hui, vous parlez de leçons apprises. Concrètement, quelle faute, vous, en tant que leader politique ou acteur politique, depuis des années, vous reconnaissez avoir commise devant le peuple ivoirien? Vous savez, c'est celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Dès que vous agissez, vous pouvez vous tromper. Et surtout quand c'est une action politique qui tombe dans le domaine public. Cette action, elle est diversement appréciée. Et dans ce pays, pour certains, je suis un héros. Pour d'autres, je suis un diable. Pour certains, je suis un ange. Pour d'autres, je suis un diable. Il faut que moi, je l'admette. Et qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer dans les 3 carreaux de Maro. Je ne reste pas dans le premier carreau, qui sont mes partisans, qui sont prêts à tout pour moi. Je vais vers les hésitants, qui ne me connaissent pas réellement, je les transforme en acquis, donc des gens qui sont mes partisans. Et je vais vers ceux qui ne veulent même pas entendre parler de moi pour les transformer en hésitants. Je travaille chaque jour à améliorer la liste de mes amitiés et à améliorer aussi la personnalité que je suis. Qu'est-ce que je fais que je regrette en Côte d'Ivoire? Je pense que j'aurai le temps de revenir sur le plateau pour qu'on en parle. Pour l'instant,
je pense que je jouerai un rôle très important dans la campagne qui arrive. Il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas partir pour le moment. Est-ce que Daouda appelait affectueusement la langue de bois? Je ne suis pas le seul à faire la langue de bois dans tous les cas. On est nombreux en Côte d'Ivoire. Donc s'il m'agite sur la ligue, ça, c'est pas un problème. Marius, allez-y. Alors, vous avez dit tantôt et à l'entame de cette émission que votre propre dossier de candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 a connu donc son sépulcre à l'entrée même, pour ne pas dire au siège donc de la CEI. Que pensez-vous très concrètement que des collègues hommes politiques, et non des moindres, dans ce pays, qui ont réclamé un dialogue direct avec le régime au pouvoir, qui par la suite ont exigé une révision de la liste électorale, sans l'obtenir, qui ont également souhaité d'autres initiatives du gouvernement qui ne l'ont obtenu, mais sont allés au parrainage. Et finalement ont vu leur candidature refusée par l'instance suprême de notre juridiction au niveau national. Et qui maintenant appellent à se battre. Pensez-vous qu'une telle initiative est de bonne loi et concourt justement à l'unité nationale et à la cohésion sociale? Jugez et vous serez jugés. Je ne suis pas là pour juger les opposants. Tout ce que je peux dire, c'est que, vous savez, en politique, toute denrée est une réalité. Toute réalité politique est une denrée périssable. C'est un principe qu'on dit toujours. Toute réalité politique est une denrée périssable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est vrai aujourd'hui, dans la dynamique, peut changer demain. Et donc, moi, je peux comprendre que ceux qui ont fait cela se sont dit, OK, peut-être qu'au dernier moment, les choses pourraient changer, une décision politique pourrait intervenir, mais si nous n'avons pas posé notre candidature, sur quelle base allons-nous candidater? Certainement, c'est ce qui a été fait. Je me dis ça. Je peux essayer de rentrer dans leur tête pour voir qu'ils peuvent espérer que, OK, entre-temps, une décision politique pourrait intervenir. Malheureusement, elle n'est pas venue. Maintenant, la question c'est, que faire? Et moi, ma solution, je l'ai proposée ce matin. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller aux élections, de tout faire pour soutenir les camarades qui sont là, qu'on connaît, avec qui on a milité, on connaît leur histoire, on connaît leur expérience. Est-ce que cela peut porter notre voix, peut porter nos espoirs, peut porter nos idéaux? C'est ça qui est le plus important. Ça dit qu'en ce moment, vous êtes dans la perspective d'une unité dans l'action de l'opposition. Je suis en train de tout faire pour approcher les candidats. Est-ce que c'est possible, justement? Est-ce que c'est possible? Rien n'est impossible. Nous sommes juste au début. Billon et ainsi que il y a à peine une semaine que le Conseil constitutionnel s'est prononcé. N'allons pas vite à besogne. Vous savez, ce qui est sacré, c'est qu'on soit dans le secret. Et donc, je suis en train de travailler et tout ce que vous exposez, vous expose aussi. Absolument. Et donc, pour l'instant, je suis en train de travailler, mais je tiens à ce qu'il y ait un rapprochement pour que la fumée blanche puisse sortir un matin et ça pourrait faire plaisir à l'opposition. Il faut des gens pour y travailler. Je ne peux pas être seul. Ceux qui peuvent m'aider, ils peuvent aussi le faire. Daouda? Deux questions très rapidement, mais je vais poser une première question d'abord. Votre parti, le COJEP, n'a jamais fait preuve de sa force électorale dans les urnes. On est d'accord sur ce point. Donc, M. Charles Blé Goudé, sur quoi fondez-vous votre conviction pour vous dire que vos mots peuvent réellement impacter sur le scrutin électoral de 2025? Ça, c'est la première question. D'accord. Alors, vous voyez, une élection présidentielle est différente d'élections locales. En ce sens que une élection présidentielle est un rendez-vous entre une personnalité et puis un peuple, dans des circonstances données. Il ne s'agit pas de Charles Blé Goudé, il ne s'agit pas du COJEP. Il s'agit des personnalités qui ont planté leur candidature et puis que Charles Blé Goudé va essayer de soutenir. Deuxièmement, on ne court pas qu'on est handicapé. Qui est handicapé? Le COJEP a été jusque-là handicapé parce que nous étions tous recherchés, le leader n'était pas là. En Côte d'Ivoire, le leader fait près de 70% du parti, vous le savez très bien. Les autres ont entendu que le leader arrive, qui se réorganise. Voilà. Vous voyez aujourd'hui tous les conflits dans certains partis politiques, ça a été difficile. Donnez-moi le temps de me réorganiser. Et puis, dans quelques années, vous me donnez rendez-vous ici. Monsieur Daouda, je suis en train de construire un grand parti des masses. Je suis le seul leader
dans ce pays qui a organisé un meeting payant. On en parlera justement. Vous payez pour venir me regarder. Vous payez pour venir m'écouter. Je les mets au défi d'en faire autant. Monsieur le Président, non, on ne peut pas. Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Très bien. On va descendre, messieurs, s'il vous plaît, on va descendre. Le buffle au cœur de Lyon, mais j'ai l'impression que le nom que vous portez, dans les faits, ce n'est pas réellement ça. Et vous êtes dans la retenue, M. Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché entre vous et M. Guillaume Soro, patron de l'ex-GPS? Pourquoi est-ce que je reviens dessus? C'est important. Il faut nous expliquer parce qu'on aimerait bien... Non, on aimerait bien avancer, mais M. Charles Blé Goudé est de la langue de bois, il faut qu'il nous dise la vérité. Parce que j'arrive pas à comprendre quelqu'un avec qui vous avez dormi, vous avez fait la fessie, tout et tout. Mais finalement, quand vous parlez de lui, il y a un grand silence. Vous vous retenez. Qu'est-ce qui vous fait ou qu'est-ce qui vous a fait véritablement mal pour que vous n'arrivez pas à aller l'un vers l'autre aujourd'hui? Très bien, allez-y. Ayez le courage de vos idées, regardez les Ivoiriens et dites-nous la vérité. Parce que vous savez, vous êtes sur le grille actuellement sur les réseaux sociaux. Hein. Les partisans de Guillaume Soro vous ont... On va le laisser réagir, allez-y. Non, mais ça c'est... Je suis habitué à ça. Dès l'instant où j'ai décidé de m'investir dans cette voie, je m'attendais aussi à la réaction des partisans dont vous parlez. Et lorsque une maman décide de ne pas donner à téter à son enfant la nuit, c'est qu'elle a décidé de sacrifier son sommeil. Ça, on est d'accord là-dessus. Ni elle et l'enfant ne dormiront pas. L'enfant, lui, déjà, vous le privez de lait. Donc, lui, il va pleurer toute la nuit. Et ce sont ces pleurs qui vous fait veiller. C'est ce que je veux dire. Donc, ce que je veux vous dire sur cette question, je suis un homme de principe. Nous, les hommes de principe, on a des problèmes avec ceux qui varient selon l'actualité, selon le moment. Pour moi, je peux m'amuser avec toi, on peut être amis, c'est impersonnel ce que je dis. Mais lorsque tes positions varient selon tes intérêts du moment, moi j'ai un problème avec ça. Je m'explique. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire est assez grave. Juste pour l'ambition de quelqu'un. Moi je suis devant vous aujourd'hui. Je suis condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire pour des faits pour lesquels j'ai été acquitté. Je ne suis pas sur la liste électorale. Je ne suis pas sur la liste des candidats. Ce que j'aurais bien voulu. Est-ce pour autant que la nuit, je vais essayer de roubler avec les Ivoiriens? La CEDEAO a été roulée dans la farine. Puisqu'elle croyait avoir affaire à un Premier ministre neutre qui organise des élections. L'Union africaine de même. L'Union européenne de même. l'ONU de même. Tout cela pensait avoir affaire à un Premier ministre neutre, nous tous. Et quand, parce qu'il est en colère, il nous a dit, un musulman qui était là et qui était le témoin entre le président Ouattara et lui, pendant que nous, on pensait avoir affaire à un Premier ministre neutre. Monsieur Daouda, quand je sors de là, je n'y retourne plus. Donc quelque part, monsieur Guillaume Soro a trahi monsieur Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, je vous ai dit, non. Ils sont ensemble actuellement, le président Laurent Gbagbo et lui. Oui, mais avant qu'ils soient ensemble, je pense que... Je dis qu'il a trahi la CEDEAO, il a trahi la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU et tout le monde entier, juste pour son ambition. J'ai un problème avec ça. Très bien. Élisée Bouloube. Ok, M. Charles Blé Goudé, il y a quelques semaines en arrière, vous étiez, je crois, à Katiola, si je ne me trompe pas, où vous disiez que même si, et c'est même pas même si, que vous ne soutenez pas le président Ouattara, ça c'est clair, vous êtes un opposant, mais si d'aventure il devait avoir des prises d'armes ou des voies, je dis, illégales, pour pouvoir l'enlever au pouvoir, on vous trouvera sur le chemin. Si j'ai bien paraphrasé, hein, c'est ça, non? C'est ce que vous avez dit? Ou si ce n'est pas ça, vous me contredisez. Hein? C'est ce que j'ai dit. Ok. Est-ce que on devait comprendre que même si ceux qui, d'une manière ou d'une autre, devraient s'opposer au président Ouattara de la manière illégale étaient vos amis d'hier, vous êtes prêts à vous opposer à ces personnes? Vous savez, les positions des principes sont invariables. Ces positions déterminent votre personnalité. Ce sont vos racines. Les sentiments ressemblent à des feuilles d'un arbre que l'arbre peut perdre à un moment donné, mais en temps de pluie, ces feuilles peuvent repousser. Quand vous perdez vos racines, c'est terminé. Et moi, je ne badine pas avec mes principes. La position que je donnais, elle est impersonnelle. Pourquoi Charles Blé Goudé et ses amis sont descendus dans la rue en 2002 contre les armes, contre l'utilisation des armes
comme moyen d'accession au pouvoir, comme l'utilisation des armes comme moyen de revendication. Et c'est moi qui étais à la tête. Et cette position, elle est impersonnelle. Deuxièmement, c'est une leçon que je donne aux gens. On n'aime pas la paix ou on n'est pas patriote quand on est au pouvoir. On est patriote ou on ne l'est pas. C'est de ça que je parle. Ça ne veut pas dire que moi, je n'ai rien à reprocher au régime Ouattara. J'ai beaucoup à reprocher au régime Ouattara. Mais je parle de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il est de passage. Le président Oufo-Boigny a été de passage. Le président Bédié a été de passage. Guérobert a été de passage. Le président Gbagbo a été de passage. Toutes ces personnalités sont des passages. La Côte d'Ivoire, elle est une et elle demeure. Il faut la protéger. Il faut trouver des règles à l'intérieur pour pouvoir régler ce qui nous oppose. C'est tout. Relance Élysée. Une dernière relance. Monsieur Charles Blé Goudé, objectivement, hein, vous regardez la caméra et vous répondez. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui l'environnement politique en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il y a de réels risques d'implosion? Si oui, que faut-il faire pour l'éviter? Dès que j'ai mis mes pieds en Côte d'Ivoire, je l'ai dit sur ce plateau déjà. J'ai dit qu'il y a des nuages. Il faut faire en sorte qu'il y ait des assises. Et vous m'avez vu au cœur pour pouvoir discuter avec le parti au pouvoir. Avec Cap Côte d'Ivoire, nous avons fait le tour presque du monde. Finalement, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas ne pas taper à la porte du RHDP? Parce qu'il faut le préciser. Cette discussion que nous avons eue avec le RHDP ne nous a rien demandé. C'est nous qui, en réunion, avons décidé d'aller vers le RHDP. Il faut que ce soit très clair. Et on était tous d'accord pour parler avec le RHDP, pour que le RHDP puisse convaincre le président Ouattara afin que cette discussion ait lieu. Voilà ce qui s'est passé. Bon, nous avons discuté, nous avons échangé, nous avons conçu une feuille de route avec laquelle on a travaillé. Ça a coïncidé après avec les vacances gouvernementales. On revient, on est dans les élections. Bon, peut-être que ça va se lancer ou pas, je ne sais pas. Mais pour moi, avant d'aller aux élections, il serait bien qu'il y ait une table ronde pour au moins apaiser l'atmosphère. Le point à l'ordre du jour de cette table ronde, selon vous, c'est quoi? Ça sera quoi? Doit-on mettre les gens qui ne sont pas sur la liste électorale? Doit-on suspendre le processus électoral pour le reporter? C'est quoi que vous mettez dans le panier de cette discussion? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas juste de dire, mais c'est quoi? Je pourrais vous répondre avant la décision du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on connaît la décision. Moi, je suis un légaliste. Je ne peux plus vous répondre. Ce serait quand même être rêvasseur de ma part de vous dire qu'après la décision du Conseil constitutionnel et avec les dates qui ont été déroulées pour aller aux élections, que nous nous asseyerons pour mettre des gens sur les listes. Ça, moi, je pense que ce n'est plus possible. Je le voudrais, mais il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est. Maintenant, comment on s'accommode avec ce qui est? Nous avons des camarades qui sont sur la liste électorale, que nous connaissons très bien. Ce ne sont pas des étrangers. Simone Gbagbo, elle est connue de tout le monde. Don Melo est connu de tout le monde. Buyon est connu de tout le monde. Et donc, moi, je pense qu'il faut maintenant s'organiser pour orienter les choses autrement. Très bien. Erwan? D'abord, quand vous citez les autres candidats, vous omettez, je ne sais pas si c'est fait haïtien, fait exprès, le nom d'Henriette Lagou, vous estimez qu'elle n'est pas forcément une candidate de l'opposition? Ça, c'est la première question. C'est une omission ou c'est fait exprès? Non, c'est une omission. Depuis que je suis venu, je ne l'ai pas encore rencontré, ni dans un meeting politique, ni dans une activité politique. Donc ça fait que ma mémoire ne s'est pas encore habituée. C'est tout. Sinon, je n'ai rien contre elle. Ma question maintenant, vous souhaitez de tous vos voeux à un sursaut de toute opposition, à doubler un candidat dans votre approche. Comment comptez-vous manœuvrer pour avoir cet électorat des partisans de Laurent Gbagbo qui visiblement ne sont pas prêts à doubler un candidat si ce n'est que leur leader politique? C'est normal. Ce matin, je l'ai dit. Quand on est attaché à un leader sur qui on veut porter nos voix et qui finalement est écarté de la liste électorale avec tout ce qu'il a vécu, et le résultat, c'est la frustration. Donc il faut d'abord comprendre cette frustration et puis ensemble voir comment on fait pour qu'on puisse avancer ensemble. Sur ce plateau, vous me demandez comment je vais faire. Là, on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie, ça ne s'expose pas. C'est pourquoi on l'appelle stratégie. Vous demandez à Coca-Cola, ils ne vous donneront jamais leur formule. Merci de la pub. Herman Relance. Je ne crois pas que Coca-Cola est pour moi, je ne crois pas qu'eux ont besoin de ça. On passe avec Marius. On sait très bien que vous avez été à la tête, et vous l'avez souligné tantôt, de grands mouvements populaires au niveau national, et vous continuez d'ailleurs, heureusement.
Quels sont aujourd'hui vos rapports avec vos amis de l'ancienne structure à la tête de laquelle vous êtes? La Galaxie Patriotique. La Galaxie Patriotique. D'accord. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec eux? On a des bons rapports, c'est des rapports humains, sauf qu'on n'est plus dans le même contexte. Chacun avait quitté son mouvement et puis on s'était retrouvé là. Donc je pense que chacun est retourné à ses vieux amours. Et alors, avec le président Laurent Gbagbo, depuis votre retour de la Haye, aucune rencontre, on en a longuement parlé. Y a-t-il aujourd'hui une fumée blanche qui... Puisque vous êtes dans une position de rapprochement justement de cet électorat-là. Je vous ai déjà dit que... Un rapprochement qui s'annonce? Il y a des questions que le temps règle. Seulement, pendant ces moments de froid, parce qu'une relation humaine fait partie des variables. Et comment vous vous comportez, comment vous gardez le silence pendant ces moments froids. Parce qu'autour d'un leader, il y a ceux qui pensent qu'ils occupent maintenant une place et que votre retour peut les dégager de là. Il faut prendre tout cela en compte. Laurent Gbagbo, ce n'est pas mon ami, c'est un papa, c'est moi qui le dis. Donc, il peut avoir ces moments, mais il faut que moi je sache les gérer. Et puis le jour viendra où ce qui peut l'empêcher de me voir peut baisser. Et puis on se verra un jour. Moi je pense que c'est à moi de faire des efforts. Et je continue de faire ces efforts. Parce que vous ne pouvez pas appeler quelqu'un papa et puis, je veux dire, le défier. Ça veut dire quoi? Vous continuez de faire ces efforts? Que faites-vous concrètement? Non, je vois ce que je peux voir, qui sont proches de lui, qui peuvent faciliter une rencontre entre lui et moi. Parce que je ne peux pas dire que je m'en fous. Quelqu'un avec qui j'ai souffert, quelqu'un avec qui j'ai fait la prison, quelqu'un avec qui j'ai traversé tous ces moments difficiles. Cette distance, ça vous fait mal? Oui, ça me fait mal. Moi, je n'ai pas connu le président Laurent Gbagbo autour d'une bière. Je n'ai pas connu le président Laurent Gbagbo au moment où il était président. J'étais le leader d'étudiants. J'ai fait la prison 11 fois. Et ça en commun. On a ça en commun. Après, je vais en exil. Ensuite, je le retrouve à la Cour pénale internationale. Nous avons traversé des moments très difficiles. Et je pense que, j'ai toujours dit à ceux qui sont à côté de moi, il faut tout pardonner au président Laurent Gbagbo. Parce qu'il a tout sacrifié pour nous. Vous savez, moi j'ai eu des grands-papas. Le petit qui est à côté du grand-papa, tout ce qu'il dit, c'est ce que le grand-papa prend. J'ai eu mon père. Y compris une remise en cause des principes? Non, ce n'est pas ça. Ne l'accusez pas de ça. Non, je demande juste. C'est pas du tout. On pardonne tout, y compris une remise en cause des principes. Je demande. Hein. Ça, c'est moi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ah, d'accord. Moi, je dis, moi, je lui pardonne tout. Parce que moi, je sais ce qui nous lie. Et donc, sur cette question, n'insistez pas. Je veux que ce moment-là, je sache le gérer. Et puis, un jour, si bien Dieu le veut, je veux le voir. Parce que je veux le voir. La question de votre candidature, non, que dis-je, la question donc de votre inscription sur la liste électorale. Pensez-vous qu'à l'état actuel des choses, c'est derrière moi. Je dis que c'est derrière moi. Il a répondu à la question. Il y a les législatives qui savent. Oui, pour le moment, c'est derrière moi. Là où je suis en ce moment, je ne réduis pas tout à ma personne. Je dis, depuis le lundi 8 septembre, le Conseil constitutionnel a tranché. D'accord. Et en ce moment, des personnalités de l'opposition sont dans la course. Quel rôle je joue pour les rapprocher, pour qu'on puisse gagner? Parce que je pense que l'opposition a des réelles chances de gagner ces élections si on a une bonne stratégie. Mais en ce qui vous concerne, vous n'attendez pas peut-être un petit geste du président de la République ou même du pouvoir en place? Celui qui va être élu va régler ces problèmes-là. Pour le moment, il faut donner à la Côte d'Ivoire un chef. Marius? Daouda, n'hésite pas, Marius, sinon on ne va pas s'en sortir. Daouda, c'est bon que vous puissiez le remarquer. Oui, allez-y. Monsieur Charles Blé Goudé, moi j'aimerais qu'on revienne sur l'actualité sociopolitique et je vais vous poser une question juste pour sortir très rapidement. Très récemment, il y a des bus qui ont été caillassés à Yopougon, des gens ont été arrêtés. Dernièrement, il y a le jeune activiste Ziggy Ibrahim, proche de l'épouse de votre père Laurent Gbagbo, qui a été aussi arrêté. Une frange de la population, de l'opposition, estime que nous sommes dans un état policier. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes-là qui aujourd'hui appellent certaines personnes à la haine, à la révolte, dans le front de la bagarre? Très bien. Réaction? Il y a un jeune homme qui a été arrêté. Et pas qu'un jeune homme, il y en a eu d'autres avant lui. Il y en a d'autres qui ont été arrêtés. L'affaire est judiciarisée. Il faut laisser la justice faire son travail. Puis à un moment donné, on appelle à une clémence. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et la période dans laquelle nous sommes est très sensible. Vous savez, mais quand on parle aujourd'hui, on peut dire, mais pourquoi il est si doux? Parce que je sais ce que c'est que la rigueur. Mais certains ne comprennent pas justement. Nous sommes dans le temps de la mesure, à partir de ce qu'on a connu, à partir de ce qu'on a vécu. Chacun a vécu et a sa propre histoire.
Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de rester dans la mesure, dans la pondération. C'est de ça que notre pays a besoin actuellement. Notre pays, ce n'est pas le Bénin. Notre pays, ce n'est pas le Ghana. La Côte d'Ivoire, ça a son histoire. C'est à partir de notre histoire que nous tirons des leçons. Et nous avons une posture. Donc ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il faut demander la clémence des autorités pour que ceux qui sont en prison puissent sortir, pour qu'on aille aux élections dans des conditions apaisées. Parce qu'ils ont des familles, ils ont des amis et autres. Voilà ce que je veux dire. Et très rapidement, comme on est en train de parler des élections, si au soir du 25 octobre, l'opposition échoue encore à prendre le pouvoir, quel sera l'avenir politique de Charles Blé Goudé? Et donc, pour enchérir, pour que Élysée puisse prendre la parole, en clair, est-ce que Charles Blé Goudé attend 2030 pour tenter encore cette fois sa propre chance à la présidentielle? M. Daouda, l'homme qui est assis devant vous est un produit de la patience. L'homme qui est assis devant vous est un produit de la patience. La Cour pénale internationale, considérée comme un voyage de non-retour, à côté de moi, Charles Taylor est condamné à 50 ans. À côté de moi, Bosco Tangada est condamné à 30 ans. À côté de moi, Ngon Dominique est condamné à 25 ans. À côté de moi, après sa condamnation, Praliak, mon voisin, se donne la mort en s'empoisonnant. C'est de là que moi je viens. Moi, j'ai attendu un passeport qu'on obtient en 3 jours. Je l'ai attendu en 3 ans. Je suis un produit de la patience. Et c'est cette patience-là que je veux partager avec les Ivoiriens. Je foi à mes idéaux et à mes idées. Je n'ai pas là le regard sur la montre. Quand je dis qu'il est l'heure, je ne parle pas de la montre. Je parle du temps kairos, le moment venu. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ce n'est pas ce moment venu, que dans l'attente de ce moment venu-là, finalement, qui fait que Charles Blé Goudé se donne un paragon de vertu, de personnes pour la paix et autres, et dès qu'il sent qu'il aura ça, certaines personnes estiment que, comme il n'a pas encore ça, il a encore, pour parler de façon proverbiale comme vous, il a sa main dans la bouche de crocodile. Dites à ces personnes que je n'ai aucune main dans la main d'aucun crocodile. Dites-leur que ce n'est pas pour eux que je demande la paix en Côte d'Ivoire. Dites-leur que la vie de la Côte d'Ivoire ne dépend pas d'eux. Dites-leur que je parle de mon pays. Dites-leur que je ne fais pas la promotion de la paix à géométrie variable. Dites-leur que j'aime ce pays. Et là où il y a l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mon ego s'efface. Je veux qu'on parte aux élections dans la tranquillité. Je veux qu'on parte aux élections dans un climat apaisé. Je veux qu'on comprenne que l'élection est un jeu. On gagne aujourd'hui, demain on perd et on revient. Je veux que ma génération puisse goûter un jour à une cérémonie de passation de charges entre un président élu et un président sortant, sans que le président sortant parte en prison, est au cimetière ou est en exil. Ça s'est fait au Sénégal, au Ghana et autres. Nous avons la possibilité de le faire en Côte d'Ivoire. Je veux qu'on se donne des règles qu'on peut respecter. C'est à cela que je travaille. Ça transcende les individus et les périodes. Très bien, messieurs. Pour terminer avec notre interview avec vous, parlons un peu justement de votre initiative de faire un meeting payant, premier du genre en Côte d'Ivoire. C'était pour tester votre popularité. Si vous aviez toujours la cote, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est de faire une reconversion des mentalités. On doit partager au-delà de ma personne. Ici, quand je suis arrivé, j'ai dit faire la politique autrement. Est-ce que les militants sont prêts aujourd'hui à financer les activités de leur parti politique? Ou est-ce que ce sont des gens qu'on ramasse comme ça au coin des rues pour les regrouper dans un rassemblement et faire croire qu'on mobilise? Moi, j'ai voulu tester ça. Est-ce que ceux qui sont avec moi sont réellement prêts? Est-ce qu'ils sont engagés? Je pense qu'ils me l'ont prouvé à Yamoussoukro. Vous aviez combien de personnes? Je n'ai pas compté, mais moi, c'est à partir de la caisse que moi... Et la caisse faisait comme 12 500 000 francs CFA. Ça fait 12 000 personnes? Voilà, c'est ça. Ça fait 12 500 personnes. Nous avons un DAF au COGEP. Non, il demande s'il y a un à qui vous avez laissé le ticket à 500 puisque c'était à 1000 francs. Il dit 12 500 000 francs. Ah, très bien, 500 000. Tout est rond, hein? Ne vous inquiétez pas. Et donc, on a fait le point. Il y a quelques cas sociaux que nous réglons aussi. Parce que c'est ça aussi l'objectif. Qu'est-ce qu'on fait avec cette cagnotte? Et je me suis rendu compte que pendant ce meeting, j'ai vu un jeune homme au membre supérieur coupé. Et qui est venu là. Ça m'a marqué. Wow. La photo a fait le tour des réseaux sociaux. J'en ai un autre qui avait le pied droit coupé aussi. Donc, je les ai invités au siège de COGEP et nous avons décidé de prendre leur prothèse en charge. Et puis, nous avons donné des enveloppes à chacun d'entre eux. Et c'est ça aussi. Ça, c'est le premier meeting payant, mais le deuxième arrive. Toujours payant? Tous les meetings que je vais faire maintenant. Tous les meetings que je vais faire. Non, on parle de fundraising. Est-ce que c'est pas un pied de... Vous avez vécu quand même, voilà, c'est ça. Monsieur Charles, est-ce que ce n'est pas un pied de nez que vous faites ou finalement
aux autres partis politiques, parce que finalement, on est toujours dans la bataille des chiffres. Or là, avec 1000 francs, 12 500, vous savez que vous avez 12 000 personnes. 12 millions 500. Il y a même un opposant à nous, un adversaire à nous, qui a pris sa caméra, qui était parti là-bas et il s'est filmé sur son compte Facebook. Il a dit j'étais venu, je pensais que c'était la plaisanterie, mais là, on me réclame effectivement mon ticket. C'est ça le COJEP. Savez-vous que c'est la deuxième fois dans l'histoire de l'Afrique que l'on organise un meeting au Sénégal avec Ousmane Sonko. Avec Ousmane Sonko. Cela vous a inspiré? Oui, ça m'a inspiré. Comme d'autres l'ont inspiré. Absolument. Moi aussi, ça On termine avec Élisée Boloubeu. Ok. Il nous reste une minute. Monsieur Charles Blé Goudé, on voit aujourd'hui que vous avez un discours, une posture qui n'est vraiment pas dans la belligérance, qui a tendance à être dans la mesure. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le fait, c'est vrai, de facto, vous êtes opposant en tant que parti d'opposition, mais est-ce que vous restez fermé éventuellement à des gens du parti au pouvoir qui souhaiteraient vraiment se rapprocher de vous, comprendre un peu votre philosophie et autres? Est-ce que ça vous dit? Et quand je finis par ça, est-ce que dans votre perspective, vous entrevoyez éventuellement avoir un échange, une rencontre avec le président Ouattara? D'abord, ce sera votre dernière prise de parole. D'abord, moi je parle à tout le monde. Je parle à la Côte d'Ivoire plurielle. On ne peut pas vouloir faire la paix et puis se fermer à d'autres personnes. Qu'ils soient du RHDP, du PDCRDA, du PPACI ou d'autres partis politiques, ce sont des Ivoiriens. Et avec qui je parle. Et on est d'accord sur notre désaccord. Pour moi, dans le respect de nos différences, on peut construire la Côte d'Ivoire. Vous voyez, le problème, si demain on voit un membre de l'opposition en train de discuter avec un membre du parti au pouvoir, c'est un traître. Cette manière de voir les choses, ce n'est pas juste, ce n'est pas ça la politique. C'est pourquoi je m'avais lancé un appel aux Ivoiriens. Nous sommes à un moment très sensible de notre histoire. Nous savons en Côte d'Ivoire que l'élection ressemble aujourd'hui à une pandémie qui apparaît tous les 5 ans. Faisons l'effort de montrer que nous sommes assez intelligents. Allons à ces élections avec nos différents candidats et faisons en sorte que la violence ne prenne pas le pas sur notre avenir. Nous avons un pays à bâtir. Tout ce qu'il y a comme problème, asseyons-nous autour d'une table et réglons-le. Moi, je ne veux pas qu'un Ivoirien prenne encore des baluchons pour aller en Guinée, pour aller au Libéria ou au Ghana. Nous avons la possibilité de changer les choses. Et comme je suis opposant, pour moi, le changement est possible. Et le changement, c'est maintenant. Je viendrai vers vous pour partager avec vous ma détermination à aller au changement par les urnes. Bientôt, vous me verrez dans vos campements, dans vos villages, dans vos villes. À bientôt. Merci infiniment. Nous recevions pour vos chers téléspectateurs Charles Blé Goudé. Il est donc parti sur Live TV pour dire oui au 4e mandat. Blé Goudé est parti sur le plateau pour dire oui au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Adama, on peut faire ça. Blé Goudé dit oui au 4e mandat. Ah, la politique africaine, la politique ivoirienne. On va tout voir. On va tout voir. Le président Laurent Gbagbo a dit que ce n'est pas ce que le parti au pouvoir fait qui compte, mais ce sont les faits et gestes de l'opposition qui comptent. Mais, monsieur le président, quand dans l'opposition nous avons des Blé Goudé, finalement, c'est les faits et gestes, vraiment, c'est un problème. Ils sont déguisés en opposants. En réalité, ils ne sont pas des opposants. Je suis sûr que M. Alassane Ouattara, après avoir, si jamais ça se passe, si jamais Ouattara réussit à conserver le pouvoir, Blé Goudé sera nommé ministre. Blé Goudé, là, il risque d'occuper un poste de ministre auprès de M. Ouattara. Moi, je vous le dis. Parce qu'il est tellement en train de bien faire son travail, avec dévouement, avec détermination. Il fait tellement ça bien, mais vous allez donner à Blé Goudé le ciel et la terre. Ah ouais, Blé Goudé. Qui l'eût cru? Qui aurait pu imaginer ça? Qui aurait pu croire ça? Non, moi je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je n'aurais jamais pu le croire. Mais avec Blé Goudé, tout est possible. Ouais, il faut confirmer. Blé Goudé passe sur Live TV pour dire que Alassane Ouattara peut faire son 4e mandat. Blé Goudé passe sur Live TV pour dire si la CEI n'a pas fait une révision de la liste électorale, eh bien ce n'est pas grave. Blé Goudé passe sur Live TV pour dire que Babo étudiant a demandé une faveur à Alassane Ouattara, ce n'est pas venu, il faut passer à autre chose. Blé Goudé nous dit que lui, Blé Goudé, il demandait une faveur à Alassane Ouattara, ce n'est pas passé. Et non, Babo n'a jamais demandé une faveur.
Tidjane Thiam n'a jamais demandé une faveur. Ils ont demandé le minimum, que leurs droits soient respectés, M. Blé. On ne négocie pas sur ces droits. Vos droits sont vos droits. Et face à une injustice, on ne s'accommode pas avec. On dénonce et on combat. Et c'est aujourd'hui ce que l'opposition fait. L'opposition dénonce et l'opposition combat. Aucune personne ne devrait s'accommoder avec l'injustice. Face à toute forme d'injustice, vous la dénoncez et vous la combattez avec rigueur, avec détermination, avec la force de toute votre énergie. Monsieur Blé Goudé, vous êtes un faux et vous avez toujours été un faux. Mais comme a posé Daouda comme question, si vous êtes si puissant, allez même dans les élections locales, allez gagner simplement une circonscription. Vous n'avez jamais rien prouvé et vous ne pesez rien sur l'échiquier politique. Face à une élection présidentielle, vous n'aurez même pas 5%, M. Charles Blé Goudé. Vous êtes vide et aucune personne ne pourrait vous soutenir à une élection présidentielle. Il faut qu'on se dise les vérités.